Bonne dégustation. Les deux mains sur la table, un podcast en immersion avec Fred Ricou. Une série de reportages au cœur des cuisines qui inventent la gastronomie de demain. Dans cet épisode, je vous emmène à Tours au restaurant Caz à la rencontre du chef Rodolphe Boidron et sa compagne Mélanie Caz. Entre gastronomie, création de céramique, lutte contre le gaspillage alimentaire et spiruline produite à quelques kilomètres, découvrez comment un jeune restaurant invente sa direction artistique en s'appuyant sur les ressources de son territoire. Caz. Ne le dites à personne, mais notre terrasse est top. Côté court, juste là, chute. Ben voilà, je vois la carte. Menu à 46. Menu à 29, très bien. D'abord, les gars, bonjour. 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 Ça va bien? Ça va, merci, bienvenue au restaurant Caz. Je suis ravi d'y être, en tout cas. Pourquoi avoir ouvert ce restaurant? Parce que vous, tous les deux, vous êtes très jeunes, enfin assez jeunes, on va dire. À un moment, on se dit, tiens, il faut y aller. Ouais, exactement, il faut y aller. Et surtout, avec Mélanie, on voulait créer notre univers. C'était important pour nous, moi, quand je travaillais dans les restaurants, c'était important d'avoir ma touche, ma patte. En gros, c'est avoir ma vaisselle en céramique. Enfin, ma vaisselle, c'est pas la mienne, mais c'est celle que je fais avec Mélanie. Mais c'est d'avoir pensé une vaisselle, pensé une décoration, penser une cuisine aussi, qui est très importante. Mais ça peut aller aussi dans la musique. Voilà, le choix de la musique. C'était quelque chose d'avoir une vision un peu à 360, pouvoir gérer cette ambiance à 360, quoi. C'est amusant, ça, Mélanie. Donc, toi, tu es Mélanie Caz, sauf qu'il y a un S à la fin de ton nom. Donc, le restaurant s'appelle comme toi, on va dire presque, quasiment. Donc, c'est toi qui as totalement designé les assiettes, toute la partie céramique, c'est toi. Alors non, l'idée de base était effectivement que je travaille avec Rodolphe sur la conception du coup des formes, des couleurs en fonction de ses envies. Donc j'ai fait plus de 200 pièces à l'ouverture du restaurant. Donc il y avait des assiettes, plates, creuses, des repose-couverts, des petites verrines, des supports, enfin plein de petits objets comme ça en céramique. Et j'ai été également épaulée, donc il y a Camille Chalet qui était ma prof de céramique, donc avec qui j'ai débuté, qui nous a fait tous les assiettes, les plus grosses assiettes, quoi, les assiettes pour les plats. Et puis donc j'ai continué à faire quelques petites pièces au fur et à mesure, et puis on a eu un bébé il y a un an et 2 mois. Le temps me manque un peu, donc on a fait appel cette année à Tom & Folk, qui est Suzy Le Pennec, qui est une céramiste sur Paris, qui du coup nous a fait un petit réassort d'assiettes qu'on aime beaucoup, qui sont beaucoup plus fines que moi. Je fais quelque chose qui est plutôt très brut, très costaud, qui tiennent bien dans la main. Les assiettes de Suzy sont beaucoup plus fines, beaucoup plus raffinées, on va dire, mais toujours dans l'ADN du restaurant. Ouais. L'idée d'un plat né avec une assiette, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce que j'ai compris au début de cette rencontre. Est-ce que c'est l'assiette qui va délimiter le plat? Est-ce que c'est le plat qui va délimiter l'assiette? Est-ce que c'est la recette? Est-ce que c'est les couleurs? Moi, c'est la première fois que j'entends effectivement qu'une assiette arrive directement, presque le déclencheur d'une idée de plat, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est l'assiette, ça peut jouer sur les couleurs, ça peut jouer sur la forme. Il y a une assiette creuse où on va forcément mettre une sauce en plus. Une grande plate où je vais plutôt jouer sur le côté minimaliste, avec rajouter la sauce en salle pour pas dénaturer justement l'assiette quand elle arrive. C'est sur des amuse-bouches, c'est sur là tu vas voir, il va avoir un amuse-bouche qui va être fumé, qui a été pensé avec une céramiste. Ça va être un peu la petite exclusivité d'aujourd'hui. On est encore dans des essais, mais on crée des pièces et ensuite je réfléchis à ce que je vais pouvoir mettre dedans. Ou sinon, j'ai une idée de base et Mélanie crée la pièce en fonction. Voilà. Il y a vraiment ce côté... Donc il y a des essais entre vous deux, en fait. Il y a des essais entre nous deux et aussi, là, par exemple, sur l'enfumoir que Rodolphe parlait, c'est une idée qui vient de Marine Aiello, qui est une amie céramiste, qu'on expose du coup dans le restaurant. On a ses pièces également exposées et en vente dans le restaurant.
Et elle est venue, elle, avec une idée d'une pierre qu'elle avait chez elle, elle a créé cette forme en céramique et elle nous a proposé du coup cette forme avec en fait un couvercle. Donc on a un support bas, un couvercle qu'on puisse ouvrir et cette pièce est enfumée. Donc elle a déjà cette odeur de feu en elle et du coup on veut jouer autour de ce visuel et de cette odeur pour créer des amuse-bouches enfumées. On a l'impression aujourd'hui, effectivement, quand il y a des jeunes restaurateurs de votre âge, donc une trentaine d'années, que quand on ouvre un restaurant aujourd'hui, on n'ouvre pas qu'une table en fait. On essaie d'ouvrir un écosystème déjà dans le restaurant et puis après qui s'ouvre un petit peu plus. Mais c'est ça en fait l'idée. Hein. Ouais, c'est exactement ça. L'idée, c'est d'ouvrir un écosystème. En fait, c'est pas ça. En fait, quand je vais au restaurant, quand je vais chez quelqu'un ou quand j'aime que la personne me propose son écosystème. Quand les gens viennent au restaurant Case, ils savent ce que j'aime en ce moment, ils me connaissent en fait. Je trouve que c'est assez personnel. Ils savent, les gens qu'on connaît viennent dans notre domicile et ils se disent, en fait, vous avez retransmis le restaurant à votre domicile ou inversement. Voilà, c'est vraiment quand les gens viennent s'asseoir ici, viennent manger, c'est un peu une partie de nous qu'on leur donne. Et que ça soit dans la cuisine, parce que c'est des plats que j'aime, c'est des plats, des produits que j'aime, mais que ça soit dans les assiettes, dans la déco, dans la musique, Ils viennent un petit peu chez nous. Je vais te laisser retourner en cuisine, Rodolphe, et puis je vais continuer un petit peu à discuter avec Mélanie. Comment est-ce qu'on travaille à deux ? On apprend à travailler à deux. Parce que vous n'êtes pas du tout du milieu, effectivement, de la cuisine. Vous travaillez, vous, dans le milieu du textile, donc rien à voir avec la cuisine. Rien à voir. Et je ne connaissais pas du tout la restauration avant de me lancer dans ce restaurant avec Rodolphe. Donc, c'est intéressant, en fait, de confronter nos deux visions parce que moi, je suis issue d'un parcours d'une école de commerce avec une vision plutôt artistique. Donc, j'ai un double diplôme. J'ai été diplômée aussi des Beaux-Arts. Et en fait, ma vision en fait, de mon expérience professionnelle et la vision de Rodolphe qui a toujours été dans la restauration, au début, c'était compliqué. Il y avait des choses au niveau... Des choses bêtes, mais aujourd'hui, qui est encore un sujet chez nous, mais dans les restaurants, c'est pas rare qu'on trouve des employés qui ne sont pas rémunérés pour leurs heures supplémentaires. Moi, c'est quelque chose qui est inconcevable pour moi. Et ce que j'ai amené de mon milieu en fait parce que dans des entreprises traditionnelles on est rémunéré pour nos heures sup et on est également où on récupère nos heures. Enfin, c'est des choses pour moi qui me semblent logiques. Pareil, les entretiens annuels qu'on peut trouver dans des entreprises privées classiques, dans la restauration, ça n'existe pas. Donc, c'est des choses que Rodolphe, par exemple, trouvait un peu aberrantes, que moi, j'apporte ça dans le milieu de la restauration, il trouvait ça... Toi, tu apportes le côté RSE, en fait, presque. C'est ça ? Ouais, moi, parce que je trouve que le social est hyper important. En tout cas, en cuisine, on entend tellement de... Enfin, quand Rodolphe m'explique ses expériences, qu'on voit les expériences des violences qu'il y a dans les cuisines, des choses, mais... Un coup de torchon, je ne recevrai jamais un coup de torchon ou quoi que ce soit de la part de mon chef à moi dans un autre milieu. Enfin, il n'y a pas de torchon qui traîne en même temps. Mais... Non, mais c'est des choses comme ça qui sont ancrées dans les milieux de la cuisine que moi, je trouve ça... C'est plus possible aujourd'hui. C'était la vision, bien sûr, que Rodolphe avait aussi, le fait d'être dans un environnement sain. Il rigole toute la journée, voilà. L'ambiance qu'il y a aujourd'hui dans le restaurant, ça nous ressemble et c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi. Au-delà du RSE que j'ai pu apporter, il y a aussi ce côté recyclage, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on est arrivé, qu'on a voulu faire la déco du restaurant, moi j'avais à cœur d'utiliser les chutes de production des collections que je développais. Donc typiquement la banquette, les coussins, les rideaux, les serviettes, tout ça c'est pas des tissus qu'on a achetés, c'est des tissus qu'on récupère de créateurs. Par exemple, le lustre, il a été fait en papier mâché de papier brouillon de mon entreprise. Il y a plein de petites choses comme ça. Dans le restaurant, on travaille aussi avec une association qui s'appelle Precious Kitchen, qui est dirigée par Hors Studio, qui sont deux designeuses
Rebecca Fressard et Elodie Michaud, qui ont remporté d'ailleurs le prix Liliane Bettencourt cette année. Et qui en fait récoltent des déchets des entreprises de la région et qui les mettent à disposition d'élèves artistes, des artistes aussi, et des gens comme nous qui voulons réutiliser ces déchets pour en faire d'autres choses, quoi, pour éviter que ce soit jeté. Typiquement, on a récupéré des tubes à essai qui sont aujourd'hui nos saucières. Donc les clients se retrouvent, donc j'ai créé des socles en céramique, dedans il y a le tube à essai et en fait les clients viennent servir ce jus dans leur assiette. Il y a également des saucières plus grosses qui permet à Jeff du coup de servir, Jeff du coup notre responsable de salle, qui permet à Jeff du coup de servir les sauces dans les assiettes. Enfin, ce genre de choses qui semble simple de sauver en fait ces déchets qui peuvent être réutilisés. Et voilà, c'est ce genre de choses que j'apporte. Alors ça paraît anodin, ça paraît des toutes petites choses, mais qui pour moi ont une grande valeur aujourd'hui. En fait, vous fonctionnez de la même manière avec Rodolphe, parce que on va en parler tout à l'heure. Lui, c'est un peu spécialisé sur l'anti-gaspi alimentaire, essaye de faire très attention. C'est la même démarche. Ouais. Oui, tout à fait. On est vraiment sur la même démarche par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on a un univers complètement cohérent chez Case. C'est parce qu'on a la même démarche, que ce soit en salle comme en cuisine. C'est amusant, Rodolphe. J'ai trouvé drôle parce que toi, tu parles effectivement, dans la création de ce restaurant, tu parles de direction artistique. Oui, il y a vraiment un côté très artistique, en fait, de là-dedans. C'est très loin du vocabulaire des cuisiniers. C'est réservé souvent, effectivement, à des boîtes de prod, on va dire. Ouais, à la mode, à des boîtes de prod, c'est ça, exactement. Non, mais je pense que la cuisine, on peut parler aussi de direction artistique, de là où tu veux amener ton restaurant, en fait. Je sais que nous, on veut faire il y a Kevin qui est mon second. On sait ce qu'on veut faire. Bonjour Kevin. Bonjour. on sait où on veut aller. On a une direction à suivre. Après, des fois, on contourne un peu. On fait des essais. Ça nous plaît pas. Voilà. On n'est pas des artistes. On est des artisans. Mais mais une direction artistique, oui, parce qu'il y a un certain art à proposer des assiettes, à mettre une ambiance générale dans le restaurant, quoi. Là, je compte, vous êtes extrêmement nombreux. La cuisine, elle fait quoi? Elle fait 4 mètres carrés, 5 mètres carrés peut-être? Et vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça? Ouais, c'est ça. La cuisine, elle est toute petite, mais là, on a la chance d'avoir des stagiaires en ce moment. Donc là, on a un stagiaire qui est en bac pro 2e année, et là, une stagiaire en bac pro 1re année. Donc on profite d'avoir des stagiaires pour leur faire découvrir justement notre cuisine. Et on a une employée, donc quand on est sans stagiaire, on est 1, 2. On a ici Lucie qui est notre apprentie bac pro en 1re année. Et normalement, on a Dorine qui est la compagne de mon second. Donc voilà, c'est vraiment une histoire. Ah, vous travaillez en famille presque, quoi. Quasiment en famille. Ouais, Kevin, je le connais depuis quasiment 10 ans maintenant. Et il a décidé de me suivre pour ce restaurant. Voilà, pour m'aider et pour lui aussi, il a tout à fait son mot à dire. Kevin, c'est un peu la personne. J'ai l'idée, je lui transmets, et c'est un peu Kevin le chimiste qui fait ses petits bocaux en bas qu'on voit pas souvent, mais voilà, qu'on voit pas souvent en salle, mais qui fait tout le petit travail de recherche en cuisine pour proposer, je sais pas, des fermentations. C'est un peu le chimiste du restaurant Case. Après le déjeuner, on pourra aller voir les petits bocaux? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Ouais, la cave, elle est assez petite, mais on ira voir ça. J'ai plein de trucs, j'ai plein de choses à te montrer, des petits produits, de l'ail éléphant, des producteurs. Enfin voilà, je pense que ça pourrait être intéressant. On va avoir des belles choses en bas, ouais. Bon, je vais aller m'installer et puis on se retrouve après le déjeuner, quoi. Ça marche, avec plaisir. Merci. Bon appétit, je viendrai te voir à table. Avec grand plaisir. Voilà, je m'installe tranquillement. Il est joli ce petit restaurant, effectivement, c'est de la matière brute. Donc les murs sont en pierre, ma table est en... quoi? C'est de l'acier ça, hein, je ne sais pas. Peut-être un peu froid. C'est vrai qu'effectivement c'est un style. Il y a du bois, comme la cuisine, effectivement c'est ce que me disait Mélanie. Tiens voilà, il y a Jeff qui vient me servir. En canapé, vous aurez des radis accompagnés de fromage de chèvre et un crumble d'ail noir. Merci beaucoup. Bonne dégustation. Qu'est-ce que c'est ça? Du coup, en amuse-bouche,
vous aurez falafel de lentilles noires et de friquet accompagné d'une mayonnaise végétale. Et qu'est-ce que vous avez ouvert là? Ça c'est un petit du coup fumoir qu'on le fume d'abord pour apporter le petit côté fumé dans la mûche-bouche tout simplement. Voilà. On dirait une pierre qui a été ouverte presque, c'est ça? C'est ça exactement, ouais. Comme si on a découvert un petit joyau caché dans la pierre. Bonne continuation. Alors du coup, on va commencer avec les entrées qui est faite à base d'asperges blanches et vertes de Stéphanie Kaito qui se trouve à Faillé-la-Vénus, dans une petite village qui se trouve juste à côté, travaillé 100% bio. Ça sera accompagné du coup d'un jaune d'œuf confit, toast melba et une sauce hollandaise. Merci bien. Bonne dégustation. Et là, il y a un joli plat tout en verre qui vient d'arriver. Exactement, du coup le beurre c'est apporté par le beurre fait à base de spiruline. Et ça sera accompagné du coup d'un gruau d'orge. Vous aurez des haricots verts, vous aurez aussi du coup des moules et des coques en coquillage. Avec un petit gruau d'orge pour accompagner tout ça. Merci beaucoup. C'est quoi ce dessert alors? Alors du coup, vous aurez rhubarbe poché avec un biscuit à l'huile d'olive, ganache vanille et l'opaline qui est posée sur le dessus. Avec de l'huile de tournesol qui nous vient de Marseille. Merci beaucoup. Joyeux laboureur. Merci beaucoup. Alors Fred, est-ce que ça va? T'as passé un bon repas? C'était délicieux. Franchement, c'était délicieux. Et j'ai adoré le plat vert là avec le poisson. Avec la spiruline Avec la spiruline, c'est ça. Ouais, non, c'est top, c'est top. Ok, top. Est-ce que ça te dirait de faire un petit tour dans nos chambres froides? Ah bah on en parlait, c'est ça le labo. Voilà, on en c'est parlait ça, tout à l'heure. le labo, Allez, bah, je te suis. Le labo, viens voir les secrets de fabrication. Allez. Attention à la tête parce que c'est un labo, mais voilà. Ah oui, là on descend. C'est Là, assez rudimentaire. on descend à la cave là. Ah oui, on descend à la cave, faut que je fasse super attention. Ouais, fais attention. Ah, ça à ta descend tête, bien, quoi. Fais attention là où tu marches, ça descend bien. Donc hop, et là c'est sur ta droite. On croit qu'il fait froid dans les caves, il fait super chaud ici. Ah, il fait chaud ici avec les moteurs des frigos de la chambre. Ah, de c'est froid. ça qui. Ah ouais. D'accord. Donc là, tu vois, comme tu peux voir, il y a un peu de tous nos bocaux, tous nos tests qui sont Ouais. en place. Donc on est assez restreint par l'emplacement. Ouais. Donc voilà, on fait des petits tests sur. Là, j'ai mon producteur de légumes qui. Mais m'a t'as presque apporté, plus de place ici qu'en cuisine en plus, hein, parce que la cuisine est toute petite. Ouais, Là, c'est ça. finalement, le labo est assez grand, quoi. C'est ça, exactement. Ouais, j'ai peut-être pensé à faire une cuisine souterraine. Donc là, tu vois, c'est plein des petits tests qu'on fait. Il y a un fournisseur de légumes qui nous a rapporté, qui a fait une cueillette de bourgeons de pain. Et là, on a mis tu vois, comme là, tu peux voir, on a mis des bourgeons de pain dans le miel. Tu fais quoi, fermentation lactique, c'est ça, avec du Ouais, sel et tout? fermentation lactique avec du sel, où on essaye en ce moment de faire des miels infusés au bourgeon. On essaye de faire des koso. Le koso, c'est une crudification. Donc on va faire une compotée à froid avec du sucre. Donc là, on a fait une compotée. On fait ça avec les fraises aussi. On fait ça pour vraiment avoir... tu vois, donc là c'est un koso de bourgeon de pain. La crudification, c'est dans le sucre. Tu peux faire avec des fraises, tu mets un temps pour temps de sucre et de sucre et de fruits. Et du coup, tu vas avoir, le koso, c'est le jus. Tu vas avoir une compotée les fraises vont remonter à la surface. Tu vas avoir la compotée qu'on va pouvoir mixer, faire une compotée. Et le jus qui va être un sirop qu'on va utiliser dans nos cocktails. On a fait beaucoup à base de fraises. Là, on a essayé avec des bourgeons de pain. Voilà, t'as de l'ail là qui est en train d'être au miel. Là, c'est un peu notre nouvelle expérience. Et ça, ce sera après quand, par exemple? Là, tu Je comptes pense qu'on ça. va essayer, on va voir. Tu vois, ça, là, quand tu les ouvres, déjà, ça, c'est un vinaigre de bourgeon. Quand tu l'ouvres, tu vois, c'est un peu. Là, ça va, c'est pas trop vivant, mais on a dû les dégazer ce matin. Ah oui. Mais sinon, c'est quelque chose qui est assez vivant, quoi. Là, hop, on stocke au frais. Ah oui, il y a plein de choses là. Hein. Ouais, il y a un petit peu de choses. Ça, c'est des pommes de terre qu'on a mis en lacto. Donc là, dans une base saline, d'eau saline. Et là, tu vois, tu sens bien. Tu sens que c'est mariné, quoi. Tu sens un peu le cornichon. Ah oui. Et ça donne Et vraiment. c'est marrant parce qu'il y a un côté cornichon, mais il y a aussi un côté presque fromage, je trouve. Ouais, ça a fermenté. Donc, vu que ça a fermenté, tu peux avoir un côté un peu fromage, un côté vraiment fermenté. On Donc, peut presque penser à du camembert, cette odeur. C'est assez bizarre, quoi. Et après, t'as plus connu, t'as le kimchi Là, c'est des petits concombres qu'on a mis au vinaigre. Là, on fait un kimchi en ce moment sur une entrée, un kimchi de chou rave. Donc, tu vois, on peut les ouvrir. Hop là.
J'ai eu peur que ça me saute dessus, quoi. Ouais, ça pourrait, mais là c'est stabilisé, c'est au frais. Ça sent très très bon, ça. Ouais, ça sent bon, c'est un petit peu fort. Si tu veux sentir. Hop. Tu fais partie des chefs, toi, des jeunes chefs qui sont aussi fascinés par l'Asie, le Japon, ce genre de choses, c'est ça, hein? Ouais, c'est très. Je trouve que c'est. On a à apprendre un peu de tous les pays, mais je trouve que le Japon est en avance sur certaines choses. Par exemple, là, tu vois, c'est un miso blanc qui est fait dans la région, qui est même fait à côté de Tours, à 10 minutes du centre-ville. C'est un japonais qui s'est installé en Touraine et qui vend son miso. Là, c'est un miso de. Celui-ci, c'est pâte de soja non pasteurisée. C'est un miso blanc. Qui est ce genre de produit aujourd'hui qui existe en France et dans les terroirs français? Ça change la cuisine des chefs français? Je pense que ça ouvre d'autres perspectives. Ouais, d'autres perspectives, exactement. Ça crée des nouvelles saveurs qui étaient inconnues, oubliées, souvent oubliées parce que tout ce qui est fermentation, ça existe depuis le Moyen-Âge. Mais voilà, c'est pour faire découvrir aux gens des nouvelles saveurs. Et ça emmène, en plus, il y a un côté écologique parce que ça permet de conserver. Je vais pouvoir servir du chou à n'importe quelle saison. Si j'ai mis une tomate en lactofermentation, je vais pouvoir te servir une tomate en hiver. Et ça, c'est sur un amuse-bouche ou sur une entrée. Voilà, je ne vais pas faire une entrée qu'à base de tomates parce qu'on n'a pas besoin de ça en hiver. Mais au moins, je vais pouvoir apporter une petite touche originale avec un goût un peu sympa qui aura du peps. Et voilà. Donc tu vois, je vais te montrer aussi un truc, c'est la spiruline. C'est un produit qu'on a utilisé sur ton plat de poisson. Oui, ça, le plat est ouvert. Ouais, c'est ça exactement. Donc c'est la spiruline qui tire entre le vert et le bleu. Ça dépend vraiment en fonction de la chaleur, en fonction des acidités. Ça varie de couleur. Je vais te montrer. Alors là, tu l'as sous deux formes. Hop. Tu l'as en brindille. Ça, c'est plus ce qu'on va utiliser pour le cocktail. Donc tu vois, tu peux sentir. Ah, c'est marrant ça. C'est un goût d'algue. Oui, ça sent l'algue. Il y a presque un petit côté aussi, peut-être thé vert un petit peu. Ouais, c'est ça. Algues, thé vert, il y a plein de... Et là, tu l'as en frais. Donc ça, c'est pareil. Ça durée, c'est 1 semaine. C'est comme un poisson. C'est vraiment une matière vivante. Donc ça sent pas trop comme ça. Ça sent pas trop. Non. Est-ce que tu veux la goûter comme ça? Ah, ça peut se goûter comme ça? Ouais, ça peut se goûter comme ça. Allez, on y va. Hop. Ça n'a pas trop de goût, faut le dire. Hein. Comme ça, c'est pas... Voilà. C'est léger, hein, comme... Comme ça, c'est assez léger. Ça tire un peu vers l'umami. Oui, c'est ça. Tu sens l'umami, mais tu sens pas le goût qui va avec. Voilà. Tu sens la sensation. C'est ça, exactement. Tu sens la sensation, tu sens un peu la saveur umami. Après, c'est à toi de venir la travailler, tu vois. Parce que ça, c'est un produit qui est bon pour la santé. C'est étonnant, ça. Hein. Ouais, c'est vraiment un beau produit qui est bon pour la santé. Donc là, on l'amène dans la sauce, mais on le met avec le jus marinière. Et en fait, ça fait ressortir son côté iodé. Et ça, tu en trouves ici de la spiruline? Ouais, exactement. Ça, on en trouve ici. C'est à 10 minutes à peu près du restaurant. C'est le producteur, il s'appelle Armand. Est-ce que tu veux qu'on aille le voir? Ah bah avec grand plaisir. Moi, je suis toujours prêt à découvrir. En plus, je n'ai jamais rencontré déjà un producteur de spiruline. Déjà, je crois même que je n'ai jamais approché de production de spiruline pure. Donc avec grand plaisir. On y va. Ouais. Ok, bon, allez, on prend la voiture. C'est à 10 minutes et je t'emmène là-bas. La voiture, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié 2 Sainte-Maure de Touraine dans une glacière. Ah oui, ça sent un peu. Ouais, voilà, du coup on va faire le trajet au Sainte-Maure. Bienvenue dans la région, comme ça tu peux pas faire plus... Tiens, avant qu'on rejoigne effectivement Armand, donc, qui est producteur de spiruline, toi tu as commencé ta carrière chez Akram Ben Halal. Qu'est-ce qui t'est resté de ce chef? Parce que je crois qu'il a eu une grande inspiration sur toi. Et ça fait partie des chefs qui t'ont marqué, quoi. Ouais, exactement. Il m'a marqué déjà parce que j'étais pas particulièrement intéressé plus que ça par la cuisine. Et cette personne, j'ai fait mon premier stage de BEP chez lui. Et dès que j'ai intégré son équipe, il m'a vraiment pris dans son équipe. J'étais plus le petit élève, le mauvais élève un peu à qui on met de côté. Toi, t'es le cancre et tout ça. Là, j'étais vraiment un employé comme tout le monde. Et il m'a transmis sa passion. À l'époque, on faisait un peu de... C'était la cuisine moléculaire. Akram, il sortait de Ferran Adria. Donc quoi de mieux pour passionner un jeune que rendre ça ludique? On faisait des siphons, on faisait de l'azote, on travaillait tout ça. Et je trouve que ce chef incarne un charisme qui me plaît. C'est un chef d'entreprise. Enfin, maintenant, je le vois comme un de mes chefs mentors.
parce que voilà, il a un charisme assez dingue, voilà, je trouve. Et sa philosophie de la cuisine en voulant aller, voilà, il a vraiment sa patte aussi avec le noir, voilà, quand on pense à Akram, moi je pense à couleur noire, charbon. Voilà, je trouve que quand on arrive à décrire un chef avec en imageant ce chef, je trouve que c'est là où c'est très fort. On parlait d'artistique tout à l'heure, c'est un peu comme le bleu clin quand on pense au noir Akram Ben Halal, quoi. Ouais, c'est ça, exactement, c'est à peu près la même chose. On pense au noir au noir carbone Akram Ben Halal, c'est ça. Moi, c'est ce que ça me fait penser en tout cas. Qu'est-ce qui te reste finalement de sa cuisine et de ce que tu as appris avec lui? Parce que ça fait quoi? Ça fait 15-16 ans maintenant? Oui, c'est ça, maintenant ça va faire 15-16 ans que j'ai quitté ces cuisines. Il me reste le management, je pense que c'est quelque chose de très fort. Chez Akram, partager la passion. Tout à l'heure, on était dans la cuisine, on voyait qu'il y avait des jeunes stagiaires. C'est très important de partager aussi notre passion. Et dans les plats? Ouais, c'est vrai que quand on met, tu vois, j'ai servi à un convive un beurre avec du charbon végétal. Bah là, tout de suite, ça peut faire penser à Akram, ou même en utilisant les siphons. C'est là-bas où j'ai utilisé les premiers siphons. Donc, ouais, quand je fais ça, je pense forcément à lui. Là, on va voir effectivement Armand, donc le producteur de spiruline. Tu te déplaces souvent voir les producteurs? Tu vas à leur rencontre? J'essaie d'aller à leur rencontre le plus possible. Aujourd'hui, je suis père de famille, donc voilà, le temps est plus restreint. Mais dès que je peux aller les voir, là, j'ai été voir Armand. Il m'a proposé de la spiruline fraîche. Enfin, voilà, j'aime avoir un échange. J'aime parce qu'on échange et on se partage des idées. Parce qu'il y a toujours ce petit truc en plus qui permet à la réflexion et qui permet à la créativité en plus. Allez, on arrive. Ah bah tiens, bonjour Armand. Bonjour Fred. Rodolphe m'a dit, tiens, il faut absolument que tu rencontres mon producteur de spiruline. Oui, c'est une très bonne idée pour découvrir la spiruline. Alors dites-moi un peu ce que c'est la spiruline, parce que d'où ça vient? On a l'impression que c'est nouveau en France, la spiruline. On a l'impression qu'on en consomme depuis quoi? Ça fait 10 ans à peu près qu'on entend parler, 10-15 ans qu'on entend parler de la spiruline en France. Ça a été très à la mode pendant un moment, tout était vert, un peu comme le matcha. Alors je me rends pas compte si c'était à la mode à un moment, mais on en consomme de plus en plus en France et en Europe et un petit peu partout dans le monde. On en consomme pourquoi? Principalement pour ses intérêts nutritionnels, car c'est un aliment des plus complets au monde. Et la spiruline, c'est d'abord un être vivant qui fait partie de la famille des bactéries, alors une bonne bactérie évidemment, qui existe depuis des milliards d'années. C'est pas une algue? On parle de micro-algues, mais c'est pas une algue, c'est tout petit. Pour la voir, il faut un microscope. Son nom spiruline, elle est en forme de spirale. Très bien, bah on y va? On rentre, là je vois qu'il y a des grands bâtiments. Ah oui, dis donc. On dirait une ferme aquacole, c'est un peu cette idée-là, non? C'est une ferme aquacole, exactement. Ah, c'est ça. C'est dans le domaine agricole et plus spécifiquement, c'est dans le domaine aquacole. Sauf qu'ici, on n'élève pas des poissons, on élève des micro-algues. Là, de ce que je vois, pour un petit peu que les auditeurs du podcast Les Deux Mains sur la Table comprennent bien, donc il y a quoi? Il y a 4 allées, non, 1, 2... C'est 2 et 2. C'est 2 et 2. C'est Il y a ça. 2 bassins en tout, exactement. Okay, il y a 2 bassins et donc elles tournent régulièrement. Et là, on voit, il y a une roue à aube, la machine qui tourne là-bas. On va aller la voir. Ouais. C'est elle qui crée un courant pour que la culture de spiruline se passe dans les bonnes conditions. Elle a besoin d'être agitée. Elle a besoin également de chaleur et de lumière. C'est pour ça qu'on l'a fait pousser dans une serre. L'avantage également de la faire pousser dans une serre, c'est qu'on a un meilleur contrôle des éventuelles poussières, polluants, etc. qui peuvent tomber. Parce que la spiruline, c'est un aliment très complet, mais ça aide aussi à détoxifier l'organisme. On va faire un tour, on va voir un petit peu la roue à aube. Pour moi, ça fait partie des produits du futur au niveau alimentaire. Et également, dans un contexte agricole, ça va demander moins d'eau et moins de surface à production de protéines équivalentes. D'accord. Et typiquement, ce genre de culture, c'est une très bonne solution pour ce qu'on appelle l'agriculture urbaine. Donc l'agriculture urbaine, par exemple, on pourrait très bien mettre des bassins de spiruline. Il y a très peu d'eau, il y a 10-12 cm de hauteur d'eau. Donc ça fait pas beaucoup de poids et ça pourrait se retrouver sur des toits d'immeubles par exemple, pour le faire le plus local possible avec une population citadine. Comment on tombe dedans? Alors il y a une grosse partie autodidacte où il faut chercher l'information. Alors il y a aussi des formations thématiques sur différents sujets, notamment via la Fédération des spiruliniers de France. Donc c'est une fédération qui regroupe une bonne centaine de producteurs, qui permet aussi de beaucoup échanger entre nous pour toujours
apprendre de ce qu'on fait, s'améliorer. Quand on a une problématique sur la culture ou sur d'autres sujets, voilà, ça nous permet d'avancer tous ensemble collectivement. C'est quoi vos journées, Armand ? Alors, mes journées, elles sont d'abord très variées. Parce qu'en tant que producteur de spiruline, il faut avoir toutes les casquettes comme un chef d'entreprise. Là, une production agricole, on travaille avec le vivant. Donc la priorité dans nos activités, c'est que la spiruline elle se développe bien, qu'elle n'ait pas de soucis. Donc il y a certaines périodes où c'est à surveiller comme le lait sur le feu. 1 à 2 fois par semaine, on va récolter la spiruline. Donc c'est tout un processus, on va aller voir après pour la filtrer, la presser, obtenir une pâte qui s'appelle la spiruline fraîche, produit consommable. C'est ce que tu m'as fait goûter tout à l'heure, Rodolphe, c'est ça ? C'est ça, exactement. Ok. Et sinon, une fois qu'elle est fraîche, on va aussi en déshydrater la majeure partie pour avoir un produit sec qui va se garder longtemps. Donc une journée de récolte, ça commence très tôt le matin, au lever du jour. Donc l'été, le jour, il se lève assez tôt quand même. Et ça finit, quand tout se passe bien, ça finit en fin d'après-midi. En fin d'après-midi, tout est dans le déshydrateur, dans le séchoir. Et le lendemain matin, on peut sortir la récolte de la veille pour pouvoir stocker la spiruline qui aura été déshydratée. Et ça se travaille toute l'année, de la même manière ? Et ça se travaille les 6 à 8 mois où les jours sont les plus longs. Donc ça va débuter à partir du mois de mars-avril jusqu'au mois d'octobre. D'accord. Et tout s'arrête, je veux dire, pendant les mois d'hiver, parce que voilà, c'est mars à octobre, pendant les mois d'hiver, tout s'arrête ? Et pendant les mois d'hiver, elle rentre en dormance, c'est-à-dire qu'elle ne se multiplie quasiment plus. Ok. Elle se multiplie par division cellulaire, c'est-à-dire qu'une spiruline grandit, se détache en deux, fait 2 spirulines qui vont en faire 4, etc. On a une croissance exponentielle. Elle se multiplie par division cellulaire. Là, dans les conditions optimum, en termes de chaleur, de nutriments disponibles pour qu'elle se développe et de luminosité, elle peut croître jusqu'à 25% par jour. Au bout d'un moment, les bassins, ils croient. Si elle est trop concentrée en surpopulation, ça va poser problème aussi. Donc la récolte, alors, il faut récolter évidemment pour pouvoir la commercialiser, mais elle est aussi nécessaire pour que le bassin se comporte bien et qu'elle ne soit pas en surpopulation dans son milieu de vie. Et justement, des chefs comme Rodolphe, tu en as quelques-uns dans tes clients réguliers ? Il y en a quelques-uns. Après, ce n'est pas des gros volumes, parce que généralement, ils mettent des petites quantités. Alors, c'est pas qu'ils sont radins en spiruline, hein, mais là, l'objectif pour un restaurateur, c'est plus faire découvrir le goût, la couleur, la texture, alors que principalement, la spiruline, on la commercialise pour faire des cures de spiruline, donc en prendre des quantités sur 1 mois ou plus. Donc évidemment, les volumes, ils sont pas les mêmes. Donc là, c'est la petite cuisine. Ici, c'est un petit espace qui sert un petit peu à tout. Le magasin, le bureau, l'espace cuisine. Et là, les travaux qu'on est en train de faire, c'est pour faire un nouveau magasin qui va être beaucoup plus spacieux, qui va être mieux organisé. Donc ça, c'est en cours. Si tu reviens d'ici 2-3 mois, ou 6 mois si on prend du retard, tu découvriras un espace beaucoup plus confortable. Tout à l'heure, quand on s'est rencontrés, effectivement, tu m'as parlé tout de suite des bienfaits de la spiruline. Est-ce que c'est considéré comme un super aliment ? Alors oui, c'est certainement considéré comme un super aliment. Tout dépend de ce qu'on associe à cette définition. La spiruline, c'est un des aliments les plus complets au monde, si ce n'est l'aliment le plus complet au monde. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'aliment du 21e siècle. Merci beaucoup Armand en tout cas pour la visite. Avec c'est plaisir. ultra intéressant. Moi, c'est la première fois que je venais sur une production de spiruline. Avec Rodolphe, on va retourner au restaurant. Mais en tout cas, je suis très content de voir qu'effectivement, il y a des jeunes chefs qui s'intéressent à des produits qui ne sont pas nouveaux. On l'a dit tout à l'heure quand on a démarré, mais qui ne sont pas nouveaux, mais justement de s'emparer d'un nouveau terroir. Donc, effectivement, maintenant, la spiruline est un produit de terroir, puisqu'on en trouve dans le terroir tourangeau. Alors oui, en plus, c'est intéressant cette notion de terroir, parce que... on va parler que de la spiruline paysanne, parce que la spiruline industrielle, elle c'est vraiment un autre goût. Mais d'un bassin à un autre, d'une ferme à une autre, d'une période de récolte à une autre, on peut avoir aussi des nuances de goût. Donc cette notion de terroir, c'est un petit peu comme le vin. Il y a 2000 ans, ils avaient peut-être moins de différence entre les différents vins. Aujourd'hui, voilà, on sait que du vin, une bouteille ou une autre, c'est complètement différent. Pour la spiruline, on n'est pas encore à ce stade-là.
Mais certainement un jour, voilà, on aura peut-être cette notion de terroir par rapport à la façon de conduire son bassin, de la nourrir, comment on va l'agiter, comment on va l'ombrer, etc., etc. Il y a plein de petits paramètres sur lesquels on peut jouer pour avoir une certaine qualité gustative de spiruline. On est revenu dans les cuisines, on est allé voir effectivement Armand, donc ton producteur de spiruline, et je me suis dit tiens, on va continuer un peu cette rencontre en se mettant dans les cuisines, parce que déjà c'est un lieu qui est un peu le cœur de ce restaurant, même si on a pu le voir effectivement en début, le restaurant c'est bien plus qu'une cuisine, c'est bien plus que des recettes, etc. C'est un univers complètement que tu as créé. Mais je voulais te parler un petit peu d'anti-gaspi. Je crois que tu es très spécialisé sur le sujet, tu fais très attention à ça. Est-ce que c'est des choses qu'on apprend à l'école ou est-ce que c'est des choses où tu t'es formé toi-même ? Quand j'ai fait mon BEP cuisine, c'était il y a 16 ans de ça, on n'en parlait pas trop de l'anti-gaspi, on n'était pas trop dans cette mouvance-là. Aujourd'hui, je trouve que c'est important. Déjà, faut faire attention à la planète, ça on le sait, je pense qu'on le sait tous. Et il y a un côté, dans un petit restaurant comme ça, il y a un côté économique aussi. Donc revaloriser le produit au maximum, c'est très important pour nous. On le revalorise, ici on le revalorise pas mal avec les épluchures de légumes, on va en faire un bouillon qu'on va venir faire réduire. En fait on va le traiter comme un jus de viande, mais avec des épluchures, avec des fans de carottes, avec des racines de navets. Voilà, ça on va en faire un bouillon qu'on va faire réduire presque à glace pour le servir par exemple avec une pastilla. Je sais que sur la nouvelle carte on va faire une pastilla avec un tofu de région. Et donc ça c'est une des premières alternatives. On aime aussi faire des poudres. Toutes les herbes qui sont flétries, à la fin de la semaine on les passe au four à 60 degrés à peu près et on va venir les mixer pour en faire des poudres. Ça, je sais pas si tu as vu, mais sur le petit falafel que tu as vu sur la mayonnaise, on est venu mettre cette poudre de persil. C'est très fort en goût. On peut faire ça avec n'importe quelle fleur. Là, il va y avoir le shiso qui va pousser. Je sais qu'à la fin de la semaine, ça c'est un de mes préférés. On va faire cette poudre-là. On peut aussi faire des huiles. Là, il y a Kevin, justement, ce matin, il a pris mon second de cuisine, a pris le shiso et on a fait des huiles avec des huiles de shiso. Il a fait des huiles de persil que je t'ai mis justement sur l'asperge. Ça, c'est vraiment revaloriser le produit qui allait flétrir, quoi. Et aussi, avec ce qu'on a parlé depuis tout à l'heure, c'est tout ce qui est fermentation. La fermentation dans les bocaux, en soi, le chou rave, il serait peut-être destiné à mettre à la poubelle, mais on vient le garder justement pour qu'il ait une saveur différente et pour pas le jeter, on peut le garder, pas une éternité, mais presque, quoi. On peut le garder des mois et des mois dans notre frigo. J'ai l'impression aussi que la notion de... Certainement, peut-être des choses que tu as apprises qui s'appellent les produits nobles, j'ai l'impression qu'elles disparaissent de plus en plus avec les chefs de ton âge. Ouais, bien sûr, ça, je trouve que les produits nobles... c'était des chefs qui disent ça, c'est peut-être un peu, pas démago, mais il disait qu'il n'y avait pas de produits nobles qui existaient. Moi, je suis d'accord avec ça. Ici, on n'utilise pas vraiment de foie gras. Par exemple, on n'utilise pas de homard, même pendant les fêtes, j'ai très peu. On a fait du homard un petit peu, mais vraiment à petite dose, quoi. On a fait un lobster roll un peu l'année dernière, mais ouais, on va pas utiliser de produits. Le filet de bœuf, on évite. Voilà, on peut en travailler, mais voilà, ça va rester quelques mois et après ça va repartir, quoi. Ou même les parties nobles de certains poissons, etc. J'ai l'impression que ça aussi, ça part un petit peu. Je veux dire, aujourd'hui, toutes les parties sont nobles. Alors peut-être qu'on va peut-être pas manger la bouche, la tête d'un poisson, tu vois, mais et encore dans un bouillon, quoi. Ou avant, tu arrives au restaurant, tu avais forcément du bar ou du turbo. C'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de poissons, même des poissons noirs qu'on traite aussi, le silure. Le mulet, on a on a de la truite d'élevage qui est faite sur Langeais. Pareil, ça c'est des produits qui sont assez magiques, autant que le bar, autant que le turbo, autant que le homard, quoi. Donc tous les produits se valent, il suffit de les travailler, d'avoir un peu d'imagination et de les valoriser. Est-ce que justement l'anti-gaspi, ça permet de booster un peu la créativité ? En disant tiens, qu'est-ce qu'on va faire de cette chose-là ? Et donc on essaie de repenser à nouveau ce qu'on pourrait faire, je sais pas, effectivement d'une épluchure, bon, carottes maintenant ça commence effectivement à être un peu connu, mais il y a peut-être des aliments dont on jetait avant certaines parties, aujourd'hui on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ? Ouais, bien sûr, ça c'est super important, mais déjà il y avait les arêtes de poisson, où on les revalorisait dans des jus. Mais l'année dernière, on gardait toutes nos épluchures d'asperges blanches, même on les a encore gardées cette année.
on vient les mettre en lacto-fermentation et du coup on a un goût de cornichon. Vraiment, ça fait penser, l'épluchure ressemble à un goût cornichon. Donc oui, on est toujours à la recherche de qu'est-ce qu'on pourrait faire. C'est une question que j'aime bien poser. Est-ce que le but, justement, c'est de faire la plus petite poubelle possible ? Est-ce que chaque jour, en disant, voilà, aujourd'hui, on a jeté 400 grammes ? C'est bien. Ouais, aujourd'hui, on pèse pas les poubelles. J'en suis pas arrivé là encore. Mais le but, c'est de jeter le moins possible en stockant, en retransformant, en gardant justement avec même les techniques du sous-vide. Aujourd'hui, on utilise des poches biodégradables. Donc oui, c'est sûr qu'on essaye toujours de jeter le moins possible. Et je vérifie les poubelles. Aujourd'hui, quand tu regardes, il y a un paquet de crème, un peu de sopalin essuie-main parce que malheureusement, faut bien se laver les mains, il faut bien s'essuyer les mains. Je pourrais pas lutter contre ça, mais si tu vois les poubelles d'à côté, elles sont quasiment vides, quoi. Est-ce que c'est comme ça qu'on obtient donc les fameux 3 macarons écotables ? Oui, ça en fait partie, bien sûr, ça en fait partie de la labellisation des 3 macarons écotables. C'est avec tous ces petits gestes, en tout cas, parce que tu as le sourcing des producteurs, utiliser des produits bio le plus possible. Donc ça qu'on essaye de faire, comme tu as pu voir la spiruline, comme tu as mangé les légumes, avec du poisson qui a été pêché à la ligne. Il y a aussi une partie RSE qui est super importante avec la valorisation du personnel. En fait, j'aime bien ce label parce que c'est vraiment pour moi, pas le mot partage, je dirais le mot amour. Parce que j'aime les maraîchers, ça te permet d'aller les rencontrer, eux vont te parler. Comme on a vu, c'était pas un moment d'amour avec la spiruline, mais pour moi, c'est des bons moments. Là, il m'a proposé d'aller venir chez lui. En fait, ça engendre toujours. Je pense que sans le label Écotable fait que tu rencontres des gens et fait que... On rencontre des passionnés, on est passionné, on rencontre d'autres passionnés et forcément, il y a des choses passionnantes qui se créent. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Tu as compris où je voulais en venir et c'est exactement ça. Et c'est pareil, bien traiter le personnel, tu vois, les heures sont comptées, même au niveau des produits. Là, quand ils font la plonge, c'est des produits qui sont écolabels. On va terminer un peu cet épisode. On va aller dans la petite cour juste à côté. C'est une petite cour effectivement qui permet un petit peu de recevoir les clients aussi quand il fait beau. Et puis on va parler un petit peu du futur et puis d'autres projets que tu as à côté. Elle est bien cette petite cour là, hein ? Ouais, elle est super agréable. Assez ombragée quand il y a la canicule. Tu vois, les clients peuvent manger pendant un repas et il y a du vent, il y a des végétaux. En gros, c'est voilà. En plus, le quartier est fermé aux voitures, donc c'est très calme. Ouais. Donc on est vraiment là, on peut vraiment apprécier son repas de manière extrêmement calme, extrêmement reposée. Ouais, c'est ça exactement. Tu as très peu de bruit, très peu de passage. Tu vois, tu peux manger là sans être dérangé le soir. T'es plutôt bien. Ouais. Il y a des lumières, il y a vraiment. J'ai récupéré dans ma poche tout à l'heure un petit. Un petit carton. Ouais, c'est notre petite carte de visite. Ouais. Banger, sandwich de chef food corner au sein de la Bellevue. Qu'est-ce que c'est Banger ? Banger, c'est notre nouveau projet qui a ouvert en avril. On est associé justement avec un cuisinier là-bas qui s'appelle Louis Gardin. On propose, donc c'est un food court, c'est le premier food court dans la ville de Tours. C'est une ancienne clinique qui a été réaménagée en food court. Aujourd'hui, on propose des sandwichs de chef. Donc, on vient mettre un peu de gastro dans un peu de gastronomie dans un pain qu'on fait. Le pain ressemble, c'est un pain qui est roulé, qui ressemble à une pâte à pizza napolitaine soufflée. Et dedans, on vient te mettre des plats cuisinés. En ce moment, il y a un rougail. Là, on est sur une burrata aussi. Il y en a un autre où il y a un poulet teriyaki qu'on vient fumer sur un barbecue japonais. Voilà, tu as vraiment un goût. C'est des sandwichs avec des goûts assez marqués. Alors, j'ai lu une phrase de toi où, justement, en parlant du futur, tu dis Tours, c'est ma ville, je rêve de devenir l'ambassadeur, d'avoir un lieu complet qui mêlerait hôtellerie et spa. Ça fait aussi partie des projets, ça. Avec aussi une galerie d'art, mais toujours avec notre touche. Ouais,
Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et ça va démarrer quand on veut, nous, le spa et l'hôtellerie. Alors, ça va démarrer quand la banquière sera d'accord. Non. Voilà, c'est un peu le rêve. Je pense qu'il faut toujours avoir un rêve ou avoir des ambitions. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses pour pouvoir avancer. On aimerait, dans le centre-ville de Tours, trouver une maison. Je sais pas, on n'a pas un lieu où on pourrait faire des chambres. 4, 5 chambres, 6 chambres, je sais pas. Proposer un restaurant gastronomique et dans l'ordre du possible, c'est ça, avoir un spa. En fait, il n'y a pas d'établissement comme ça dans Tours Centre. Moi, je suis de Tours et j'aimerais profondément pouvoir apporter ça à ma ville, parce que c'est ma ville, je suis né à Tours, donc pour moi, c'est ma ville. Voilà. Et c'est ça, on aimerait trouver justement un lieu où on pourrait mélanger la gastronomie, le spa, la galerie d'art. Et là, ça serait vraiment notre vision à 360 qu'on puisse proposer dans les chambres. Tu vas manger au resto, dans ta chambre, enfin, tu vois, qu'il y ait un lien de fait, et sur la déco, sur l'architecture, sur l'art et tout ça. On va parler un petit peu aussi de transmission, parce que j'aime bien terminer là-dessus. Ça fait partie aussi le futur, c'est aussi les équipes avec qui tu travailles. Tu travailles donc, toi tu as 34 ans, donc tu es un jeune chef. Tu es déjà dans la transmission, déjà avec les jeunes avec lesquels tu travailles. Enfin, j'imagine, parce que dès qu'on a un poste de chef, on est en transmission, mais je veux dire, ils ne sont pas très très éloignés de toi, quoi, à 10 ans près, quoi, peut-être. Ouais, c'est ça, ouais. Des fois, t'as l'impression de paraître pour un vieux parce que j'ai 34 ans, mais ils sortent de l'école. Il y en a qui ont 14 ans, donc ouais, c'est vraiment des mineurs. Et oui, c'est super important de leur transmettre les bonnes valeurs de la restauration. On reste, même si on est en t-shirt, on n'a pas de veste de cuisine, mais notre cuisine, voilà, je fais ça parce qu'il fait chaud dans la cuisine. C'est une petite cuisine, c'est pas aéré. Bref, il y a pour plein de raisons, mais il faut leur transmettre les valeurs, les bases, et leur transmettre l'envie d'évoluer dans le métier. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Je pense à Dorine, qui est aujourd'hui ma chef de partie, qui a travaillé avec moi dans mon ancien établissement au Grand Lucé dans la Sarthe, et qui était apprentie BTS. Dorine, elle ne savait pas faire grand-chose, quoi. Elle était assez réservée. Aujourd'hui, Dorine, c'est une des pièces maîtresses de ma cuisine. Elle est capable de t'envoyer un service aux entrées, desserts, et ça, c'était la transmission. C'est aussi, je pense qu'il y a de moins en moins de culture générale. Les jeunes connaissent de moins en moins les chefs. Ça, c'est à nous de leur faire apprendre pour justement que ces choses-là ne se perdent pas, quoi. On a quand même un héritage, donc c'est à nous de les intéresser. En leur montrant, je sais pas, des émissions, en leur montrant, c'est à nous de leur en parler et qu'ils s'intéressent. Voilà. Dans l'épisode précédent, effectivement, des Demain sur la table, Éric Guérin me disait que ce qu'il aime aussi, c'est révéler les gens, partir d'un potentiel et puis les amener à leur montrer qu'en fait, ils sont capables de faire des choses extraordinaires. C'est un peu ça aussi qui t'anime ? Ouais, c'est exactement ça. On a des gens qui viennent de tout horizon de la cuisine. En général, tu fais la cuisine, c'est pas parce que tu étais le meilleur à l'école. Ça arrive, mais c'est plus parce que tu fais ça plus un peu par dépit. Donc c'est à nous d'aider ces jeunes, les tirer vers le haut. C'est super important. Aujourd'hui, on a des gens qui ont eu un lourd passé. Ils se sont révélés dans l'établissement. Aujourd'hui, on est avec Kevin, mon second, j'en parlais justement, on doit leur montrer l'exemple à ces jeunes-là. C'est vraiment... on est un peu leur père, en quelque sorte. Les parents ou l'éducation qu'ils n'ont pas eu, des fois, on est leur père. Donc on est chef d'entreprise, on est cuisinier, mais aussi on a ce rôle d'éducation qui est super, super important, quoi. Merci beaucoup Rodolphe Boidron, on a passé une très jolie journée ensemble. Donc chez Caz, nous sommes en plein centre de Tours, petite rue, c'est très calme. Merci beaucoup, c'est très agréable, tu as une très belle cuisine en plus. Et avec Mélanie, vous faites vraiment un duo, un dynamique duo, je ne sais pas si on peut dire ça, un duo d'enfer. Non mais bravo en tout cas pour ce que vous avez monté ici. Et puis écoutez, longue vie pour la suite et à tous vos projets, quoi. Merci beaucoup Fred, merci beaucoup d'être venu et de t'être intéressé à la Touraine et au restaurant Caz. Caz, c'est l'histoire d'un jeune chef et d'un jeune restaurant qui expérimentent et construisent leur propre langage. Une cuisine où chaque détail compte, de l'assiette au contenant, pour imaginer une gastronomie d'aujourd'hui profondément liée à son territoire.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à noter ce podcast et à le partager autour de vous. Les deux mains sur la table, un podcast en immersion par Frédéric Hou.